Bonjour tout le monde. Moi, c'est Bonjour. Christelle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Christelle Fayet de Ebony Forest. Donc, merci aux participants d'être entrés, merci aux présentateurs d'être entrés et de permettre que ce webinaire soit possible. Et merci à tout le monde qui sont venus écouter aussi, parce que ce n'est pas possible non plus sans les gens qui sont intéressés avec nos sujets. Donc, je travaille pour Ebony Forest, c'est une compagnie à Chamarel qui fait de la restauration et la conservation de forêts endémiques et d'animaux endémiques et de tout l'écosystème terrestre. Donc, on a environ 21 hectares qu'on a déjà restaurés et on a planté environ 147 000 plants. Et un de nos buts à Ebony Forest, c'est de pouvoir partager nos connaissances. Et pour ça, on a appelé avec plusieurs fundings. Un des fundings, qui est le CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund, nous donne pas mal de funding pour notre travail de restauration, mais aussi pour donner des webinaires, faire des trainings, des cours gratuits, pour traîner des volontaires, pour faire des workshops, pour faire des conférences. Donc, ce webinaire-là est sponsorisé par eux et est possible grâce à eux. Donc, merci à CEPF. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Ebony, tous ces cours et tous les webinaires sont gratuits. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes maintenant sur le mailing list et vous aurez les prochaines choses qu'on organise, vous serez prévenus. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Donc, première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on a un house rules, on se respecte l'un l'autre et on évite les injures, on évite tout ça. C'est pas le but ici, c'est vraiment parce qu'on aime du tout. Et on a voulu que les présentateurs soient confortables, donc ils vont chacun présenter dans le langage dans lequel ils sont le plus à l'aise. Comme on est mauricien et qu'on a visé plutôt les Mauriciens, j'espère que ça ne va pas embêter personne. Donc, on a voulu faire un webinaire pour la conservation marine et pour tout ce qui est côté marin, parce qu'on a eu une demande par rapport aux autres webinaires qu'on a fait. On donnait la possibilité aux gens de nous dire quel genre de sujet ils aimeraient entendre. Et beaucoup de personnes ont demandé tout ce qui est côté marin, qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas? C'est de la conservation toujours, même si ce n'est pas notre domaine à nous. Moi, j'ai fait mes études en conservation marine aussi. Donc, du coup, c'est toujours très intéressant. Donc, on a 8 participants qui vont nous présenter un peu ce qu'ils font à Maurice et sur différents sujets. Donc, on a un peu donné des thèmes pour que ce soit un petit peu moins répétitif. Donc, notre première participante, c'est Jacqueline Sauzier de Mauritius Marine Conservation Society, MMCS, et elle va nous parler un peu de ce qu'ils font là-bas. Donc, Jacqueline, à toi. On n'a pas dit Jacqueline? Non? Jacqueline, il faut que tu te unmutes. Voilà, Okay. il fallait Voilà, qu'il me donne l'autorisation de me unmute pour que je puisse le faire. Voilà. Donc, en technique, nous avons Nicolas Ziel. Heureusement que le langage des signes marche et qu'on arrive à se faire comprendre. Donc, merci beaucoup à Ebony Forest d'avoir pensé à la MMCS qui est bien en dormance depuis plusieurs années, mais toujours présent quand les choses vont mal. Et les actions de la dernière année a démontré que c'était légèrement difficile pour la MMCS. Je vais juste partager mon écran qui est, voilà, share, et je mets en plein écran. Oups. Donc, juste un petit mot rapide. Il y a beaucoup de slides, mais c'est des belles photos, donc j'espère que ça plaira à tout le monde. Et comme ça, on pourra me réserver le temps pour les questions à la fin si c'était nécessaire. Donc, c'est quoi la MMCS? C'est une association à but non lucratif, donc une ONG, qui a pour but de promouvoir la connaissance et tout ce qui est autour de la vie marine, autour de notre île, de pousser les autorités à mettre en place des lois, mais au début, c'était spécifiquement pour la gestion des parcs marins.
et encourager les autorités aussi à appliquer les lois, parce que c'est bien de faire des lois, mais si c'est des lois qui restent dans le Parlement et qui ne sont pas sur le terrain, ça sert un peu à rien. Et puis aussi, c'est de promouvoir la connaissance de l'environnement marin dans les écoles et aussi à travers tous les stakeholders qui touchent le côté de l'environnement marin. L'association a été créée en 1987, donc aujourd'hui, ça fait 34 ans d'action militante qui vont de l'éducation, de la sensibilisation. On a fait beaucoup de causeries dans les écoles, on a fait des jeux qui s'appellent Océanoposuite, au jeu des 7 familles, pour ceux qui se rappellent de ça. Nous avons fait beaucoup de publications, spécifiquement ces dernières années sur les mammifères marins. On a été, avec beaucoup d'autres ONG, à la base de la loi sur les filets dérivants, le bannissement des filets dérivants autour de Maurice, l'arrêt de la pêche à la dynamite ou la pêche au fusil sous-marin, et aussi avec d'autres ONG encore sur la création du parc marin de Blouvet et de Balaclava. Nous avons aussi des actions de collecte d'informations, mais aussi des actions de recherche qui sont quand même assez importantes, à travers donc de projets concrets. Ces projets vont, on avait un projet qu'on avait lancé, c'était sur les bouées permanentes d'ancrage, puisque les bateaux allant dans des sites de plongée jetaient l'ancre tout le temps. Donc, on avait eu cette idée de créer des bouées permanentes d'ancrage, des récifs artificiels. Nous avons coulé plus de 16 bateaux. À un certain moment, j'ai perdu le compte, donc j'ai mis plus de 16 bateaux, mais ce sont des vieux rafiaux qui ont été nettoyés et coulés à des endroits stratégiques pour faire des récifs artificiels et des zones de plongée. Donc, je vous ai déjà parlé de jeux éducatifs et de publications. Archéoma, du travail. Archéoma, c'est sur les épaves autour de l'île. Et puis, du travail sur les tortues et sur les mammifères marins qui vient sur le sujet sur lequel on m'a assigné aujourd'hui, qui était plutôt vers les mammifères marins, le travail qu'on fait sur les mammifères marins. Donc, un petit mot rapide sur ce qui existe, un dauphin, puisque le public est quand même assez large. Donc, je me suis dit, je vais prendre 1 minute pour expliquer, juste pour dire que c'est quoi un dauphin. Ce n'est pas un poisson, ça c'est sûr. C'est un mammifère. Dans l'évolution, il vient d'un animal terrestre qui était poilu à 4 pattes et dont l'évolution, avec la montée des eaux et le fait qu'il voulait aller plus dans la mer, il a évolué avec son nez qui est parti sur le haut de la tête et qui fait son évent. Et donc, c'est un mammifère comme nous, il respire de l'air, il a des petits, il donne du lait à ses petits. Les petits sont vivants, ce n'est pas des œufs. Et donc, contrairement aux poissons qui, eux, respirent avec des branchies. Donc, voilà la différence. C'est vraiment un animal qui a besoin d'aller à la surface pour respirer. Dans la grande famille des baleines et des dauphins, il y a les cétacés, mais dessus, je vais pas m'étendre. Il y en a qui ont des dents et il y en a qui ont des fanons pour filtrer l'eau et des dents pour vraiment croquer leur proie. Ils se mouvoient dans l'environnement avec l'aide d'un sonar pour faire de l'écholocation. Donc, c'est une onde qui part, qui rebondit sur l'objet qui est en face d'eux et qui revient. Et à travers cette écholocation, ils arrivent à mieux se positionner dans l'environnement. Ils respirent donc par un évent. Il y en a 2 pour certaines espèces ou un seul. Ça dépend de comment l'espèce s'est développée. Et c'est aussi une manière distinctive aussi de reconnaître par le souffle l'espèce qui est, quand on est en mer, à travers le souffle, on peut reconnaître certaines de ces espèces. Par exemple, pour le cachalot, il a un évent sur un côté, donc le souffle qui sort, il est un peu de travers. Comment est-ce qu'il dort? Ça, c'est quelque chose que je trouve quand même assez sympa à partager parce que c'est pas quelque chose qui est quand même assez courant. Donc, il ne dorment pas de manière 100%. C'est par moitié d'hémisphère. Et donc, puisque leur respiration est volontaire, et donc ils doivent rester d'une certaine manière réveillés pour pouvoir remonter en surface pour respirer. Et donc, ce n'est pas à demi-hémisphère qu'ils dorment et on sait des patterns très spécifiques quand ils sont en mouvement, en méthode de dormir.
Donc, il y a plusieurs types de comportements à travers les études que nous avons menées. Et, donc, le repos, c'est un mouvement lent à la surface, avec des mouvements très réguliers. Ils sont très proches les uns des autres. Le mouvement du voyage, et ça, c'est très distinctif, ils se déplacent tous dans la même direction. Le mouvement qu'on a appelé, qui s'appelle dans la littérature milling, c'est des changements erratiques de direction, et c'est souvent dû au fait qu'ils sont dérangés et donc ils ont besoin de se sauver. La recherche de nourriture, c'est encore des changements de mouvement fréquents, mais là, ils sont plus étalés, ils sont moins serrés les uns des autres. Et puis, il y a des comportements de surface qui sont des sauts, des frappes de caudale, des frappes de la tête. Mais tous ces comportements de surface, c'est une manière de communiquer qui fait partie de leur stratège de communication, qui sont aussi avec des sons, et ils sont très tactiles, très comportements très proches les uns des autres. Alors, à travers nos projets que nous avons menés, et nous avons publié un guide sur la présence de mammifères marins. Et pour votre information, ce guide, il a été envoyé au ministre de la Pêche au moment où il avait dit qu'il n'y avait pas de baleines du tout autour de Maurice. Et il a malheureusement jamais acknowledge la réception de ce livret, ce qui est bien triste parce que ça lui aurait démontré que peut-être qu'il avait une volonté d'ouvrir ses connaissances à la présence de mammifères marins autour de notre île. Donc, il y a des signes distinctifs qui sont importants à noter pour identifier quand on voit un mammifère marin, mais ça, c'est si on le voit physiquement, mais après, il y a des signes distinctifs hors de l'eau. C'est la forme de la nageoire, c'est la forme du souffle, ce que je vous avais parlé tout à l'heure, mais c'est aussi la forme des nageoires caudales qui permettent qu'en faisant de la photo-identification, d'identifier spécifiquement des individus à travers un catalogue si on faisait de la recherche. Et c'est l'étude que nous avons menée avec la Fondation Total à l'époque et le Small Grants Programme pour quantifier la taille de la population des mammifères marins sur la côte ouest de l'île et comment est-ce qu'ils étaient impactés par le dolphin watching. Donc, je vais passer rapidement sur vous montrer quelques belles photos parce que c'est toujours sympa de voir de belles photos de mammifères marins que nous avons recensés autour de l'île. Donc, le dauphin à long bec, c'est celui que l'on voit de manière très régulière dans les activités de dolphin watching. Il est très reconnaissable à ces sauts en vrille qu'ils font de manière récurrente. Ensuite, il y a le grand dauphin. Dans le grand dauphin, il y a deux espèces qui se distinguent par une plus grande taille et par un rostre qui est beaucoup plus court. Le rostre, c'est la partie avant, hein, c'est le museau pointu des dauphins. Ensuite, il y a la baleine à bosse qui, elle, se voit dans notre hiver ici, c'est observable donc de juillet à novembre, et elle est très caractéristique par de longues pectorales, c'est comme des grandes ailes qu'ils ont quand on les voit, ou quand elles plongent, une superbe caudale qui descend et qui est très distinctive les uns des autres, et c'est avec ça qu'on peut identifier les animaux. Quand ils viennent dans nos côtes, ils viennent pour avoir un petit ou se reproduire, faire de l'accouplement, et ils ne mangent pas dans cette période qu'ils sont là. Donc, quand on les approche de trop près, c'est quand même dérangeant pour eux puisqu'ils sont là pour vraiment s'occuper des petits. Il y a le cachalot qui est vraiment une espèce absolument extraordinaire qu'on peut voir tout le long de l'année autour de l'île, mais il n'y a pas de pattern très régulier. Avec Globis ou la MMCO, ils font une étude sur la présence de ces cachalots autour de notre île et avec des publications et des photos qui sont absolument fantastiques. Ensuite, il y a des espèces qui sont plus rares. Le dauphin tacheté tropical, toutes les espèces qui sont plus rares vivent, elles, en grande eau, en eau profonde, beaucoup plus large au large de l'île, mais elles sont présentes et elles ont été recensées. Donc, le globicéphale ou sinon l'orque, ou plus rarement observé, mais enfin, si on pouvait dire plus rarement observé, le dauphin électre, c'est celui
qui malheureusement s'est échoué en 2020 en relation avec enfin, en relation, c'est pas en relation, mais quand il y a eu l'échouage du Wakashio. Et il y avait une même type d'échouage en 2005 de 35 individus dans les mêmes conditions. Mais il n'y a pas que les dauphins qui font partie des mammifères marins. Juste un petit aparté assez rapide, qu'il y a aussi d'autres types de mammifères marins. On se souviendra de Joe en 1996 qui avait échoué sur la côte de Rivière-Noire et qui avait vraiment été un moyen pour les différentes associations, vraiment de sensibiliser à la présence de ces mammifères marins qui existaient autour de notre île. Et ça a été une possibilité énorme de créer de l'awareness sur l'environnement marin. Ensuite, en 99, il y a eu un autre qui s'est échoué près de l'île aux Aigrettes, mais malheureusement, il est mort assez rapidement. Et ensuite, il y a eu Cyril en 2006. Et Cyril, lui, on a réussi à l'attraper. On l'a remis sur un bateau qui partait au Kerguelen. Donc, il a été relâché au Kerguelen, puisque ce n'est naturellement, autour de Maurice, ce n'est pas la zone idéale pour ce genre d'animaux. Donc, voilà. Quelles sont les menaces qui pèsent donc sur les baleines et dauphins, mais sur l'environnement marin en général, hein? C'est que ou directement sur les dauphins, c'est les requins qui attaquent les menaces naturelles, mais le plus important, c'est les menaces de l'homme, c'est la pollution, le plastique, les filets de pêche abandonnés, l'huile ou l'essence ou les produits chimiques qui sont déversés dans la mer par du dégazage illégaux par des bateaux. Ensuite, c'est la dégradation de l'habitat également, puisque c'est des écosystèmes qui sont importants dans la mer, et donc à travers cette dégradation de récifs coralliens fait par l'homme, ça vient impacter tout un écosystème qui se trouve autour. Les menaces de l'homme aussi sont aussi le changement climatique, la surpêche, les bruits, beaucoup plus de bateaux, les sonars qui sont utilisés pour faire du forage, ce développement de ce déplacement maritime est un problème majeur pour les mammifères marins. Les menaces aussi sont directement pas des collisions, ce n'est pas des photos d'ici, heureusement. Et ensuite, il y a des effets à court terme pour l'activité de dolphin watching que nous avons pu observer, c'est qu'il y a des changements de comportement, des mouvements d'agressivité, et puis aussi c'est comme quand vous êtes dans une chambre, dans votre maison, si vous êtes embêté toute la journée, vous n'arrivez pas à dormir, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, et ça crée un stress à long terme. Et ça devient hyper contraignant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait à travers nos projets, on a fait de l'éducation, de la sensibilisation, de la formation, des skippers, du public en général, dans les écoles, dans les hôtels. On a produit donc des guides, des livrets pour les enfants, des guides pour le grand public. Et ensuite, on a mis des panneaux qui détaillent toute la législation qui existe pour l'activité, puisque le projet aussi a aidé à mettre en place une législation qui n'est pas toujours acceptée et pas toujours mise en place, mais le travail, il est là, mais il y a encore énormément de choses à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline. C'était très intéressant. J'ai oublié de préciser au début, mais les questions, on va les prendre à la fin complètement, excepté pour les présentateurs qui ne peuvent pas rester. Surtout qu'on est un petit peu en retard. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat. Et puis, à la fin aussi, on donnera aussi l'occasion de poser directement les questions aux présentateurs. Donc, notre prochaine présentatrice est Céline Mitternick de Reef Conservation, qui va nous parler un peu de qu'est-ce qu'ils font. Donc, salut Céline. Je te laisse la parole. Je te laisse le floor.
Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, j'espère que tout le monde… Ok. Désolée, ça ne commence pas là. Bonsoir à tous. Merci vraiment pour cette opportunité de présenter en fait notre programme que l'on appelle VMCA. Alors oui, je parlais en français, mais des fois c'est vrai qu'il y a des petits noms en anglais. Donc VMCA pour tout le monde, c'est Voluntary Marine Conservation Area. Et en fait, Reef Conservation travaille déjà depuis plus de 10 ans sur ce programme-là. Et voilà, donc je vais vraiment vous présenter un peu les différentes étapes, etc. Et tout le travail qui a été effectué en fait avec le soutien de toute l'équipe de Reef Conservation. Donc, en sommaire, je vais vous présenter un peu les VMCA à Maurice, comment est-ce que l'on fait participer la communauté, les différents résultats que l'on a pu obtenir déjà depuis pas mal d'années, et en fait, les actions futures que l'on peut prévoir. Tout d'abord, très rapidement, donc c'est Reef Conservation, qu'est-ce que l'on est? Donc, nous, on a été créé en 2004, donc on n'est pas encore majeur, on a 17 ans. Donc, on est donc une ONG et qui est accréditée et, en tant qu'institution de formation. Notre vision, enfin nos missions et nos visions, donc c'est une approche holistique pour la conservation, la restauration et le développement durable de l'environnement côtier et marin à l'île Maurice, donc à travers des programmes et des projets intégrés. On fait partie donc de différents comités nationaux comme le National Coral Reef Network et le National Turtle Committee. On a donc des adhésions au niveau régional et international, donc avec WIOMSA, on est membre associé de la FEE, donc c'est Foundation for Environmental Education. Donc, l'équipe est assez diverse. Donc, on a des biologistes marins, on a des zoologistes, des botanistes, des biologistes environnementalistes et un psychologue également communautaire. Donc, ça représente bien un peu tous les différents domaines que l'on peut toucher. Et en fait, on est donc opérateur national. Il faut que je le mette parce que… Pardon, opérateur national pour les programmes donc internationaux, donc comme EcoSchool, Young Reporter for the Environment. Donc, les principaux domaines de programme, c'est l'éducation, la sensibilisation, y compris le développement d'outils et de matériel de communication, donc renforcement des capacités et formation, sensibilisation communautaire et conservation, et forcément donc recherche et suivi scientifique. Donc, je vais vous présenter les VMCA. Donc, déjà, qu'est-ce que les VMCA? Donc, ce sont des zones qui sont choisies donc, par les acteurs locaux. Ce sont des zones qui ont une importance en termes de la préservation et de la conservation de la biodiversité marine. Ce sont des zones où il n'y a pas d'activité extractive ou destructive. Et en fait, ce sont des zones qui sont mises en œuvre également sur une base volontaire. Donc, actuellement, ces zones VMCA ne sont pas reconnues par la loi mauricienne. Les différentes parties prenantes qui sont impliquées, donc on a les pêcheurs, les acteurs du tourisme, les hôteliers, la communauté, conseil du village concerné et les ministères. J'ai voulu vous présenter un peu un petit schéma, un petit dessin que l'on a développé pour ce programme-là, justement. Donc, donc, au centre, en fait, on trouve la zone de conservation et on voit en fait ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Donc, on peut naviguer, nager, faire du snorkeling, etc. Mais dans la VMCA, forcément, on ne va pas jeter l'ancre, on ne va pas ramasser de coquillages, on ne va pas pêcher et on ne va pas détruire les coraux. Donc, en fait, cette zone-là, comme la VMCA n'a pas de frontières, les organismes marins peuvent coloniser ces zones et ce que l'on appelle en fait l'effet de débordement. Donc, en fait, les organismes qui se situent dans cette zone-là vont aller dans les autres zones à côté. Et comme ça pourra augmenter en fait la biodiversité. Donc, pourquoi est-ce que c'est important et nécessaire de mettre en place des VMCA? Donc, c'est déjà, je pense que certaines personnes doivent savoir que souvent, les gens pensent que tout est beau et tout est joli et tout est en super bonne santé, etc. au niveau marin. Et en fait, c'est pas trop ça. Donc, le problème que l'on a aussi des fois à Maurice, c'est que pas beaucoup de personnes mettent la tête sous l'eau. Donc, en fait, ils ne se rendent pas compte exactement de ce que l'on peut retrouver également sous l'eau. Donc, les objectifs des VMCA, c'est quoi? C'est donc promouvoir la participation volontaire des acteurs locaux donc à la protection et la conservation du milieu marin,
encourager la bonne gestion des ressources marines, préserver la biodiversité, contrôler et limiter la pression des activités humaines, éduquer, sensibiliser les communautés locales et le public mauricien, et forcément augmenter la surface des aires protégées à Maurice. Alors, voilà. Donc, pour l'instant, 2 VMCA donc, à Maurice sont officiellement déclarés donc, par les communautés. Alors, on a une VMCA qui s'appelle Roche-Noire. Donc, en fait, pourquoi Roche-Noire? Parce qu'elle est située dans le village de Roche-Noire. Et on a donc une deuxième qui est située à Anse-Larrey. Donc, maintenant, je vais vous décrire un peu les 2 différentes zones que l'on peut retrouver. Donc, on a la zone sur Roche-Noire. Donc, on a sur la carte deux cercles de couleurs. Donc, on a la couleur bleue et la couleur jaune. Donc, la couleur bleue, en fait, c'est la VMCA qui a été initialement mise en place en 2010. Et le jaune, en fait, correspond à l'extension que l'on a pu faire en 2018. Donc, pour l'instant, on a une surface de 18 hectares. Donc, la distance de la côte est à 0 mètre. Et l'écosystème principal, donc c'est les herbiers marins. L'écosystème côtier principal, ce sont les mangroves et les zones humides. Et les usagers, en fait, comment est-ce que tu utilises le site? C'est tout ce qui est kiting, boating et pêche amateur. Pour Anse-Larrey, donc c'est pareil, hein, les couleurs, c'est les mêmes choses. Donc, on a mis en place donc, en 2012 pour le cercle bleu et en extension en 2018. Donc, pour l'instant, la superficie est de 69 hectares. La distance de la côte est à 600 mètres. Ouais, je pense qu'il y en a. Ouais, il faut éteindre les micros, pardon. L'écosystème principal que l'on retrouve, donc c'est le récif corallien. Et l'écosystème côtier principal, donc c'est les zones humides et mangroves. Et les usagers, donc on a les mêmes usagers, donc c'est kiting, le bateau et la pêche amateur. Donc, je vais vous détailler et vous montrer un peu en photo à quoi ressemblent les différentes zones. Donc, on a la zone de Roche-Noire. Je sais pas, ouais. Pardon. Donc, on a la zone de Roche-Noire. On effectue en fait différents suivis comme la sédimentation, le recrutement corallien, la qualité de l'eau, le pourcentage de recouvrement des herbiers. Sur place, à Roche-Noire, on retrouve en fait 5 espèces d'herbiers. Donc, l'espèce dominante, c'est Thalassodendron ciliatum et Syringodium isoetifolium. Et en fait, on a une tendance de la couverture des herbiers qui est assez stable. On a pratiquement 47% et on trouve en fait une légère augmentation depuis, au fil des années. Pour Anse-Larrey, donc les différents suivis que l'on fait, c'est la sédimentation, pareil, le recrutement corallien, la qualité de l'eau, le pourcentage de recouvrement corallien, la biodiversité des poissons, le blanchissement des coraux et le sentier sous-marin. Alors, pourquoi le sentier sous-marin? Donc, en fait, comme le site se trouve, est un site qu'on le retrouve près des coraux et qui est assez populaire, en fait, auprès des opérateurs locaux et touristiques, nous avons mis en place donc, 2 bouées fixes d'amarrage de bateaux et un sentier sous-marin pour protéger le corail des dommages causés par les bateaux et les humains. Donc, en fait, nous enregistrons le nombre de visiteurs du sentier sous-marin et en moyenne, on a pratiquement 8000 visiteurs par an. Donc, c'est pourquoi il est important en fait, de surveiller si ces visiteurs ont un impact sur la biodiversité. Les résultats obtenus, donc pour l'instant, on a recensé en fait 59 espèces de poissons et un recouvrement corallien de 40%, qui n'est pas trop mauvais en fait pour ce type de lagon. Donc, les différentes étapes, donc la première étape, c'est les contacts avec les différentes parties prenantes et les usagers de la mer. Donc, en fait, on organise de nombreuses rencontres avec les différents acteurs afin qu'ils puissent décrire l'état du lagon et partager les connaissances locales. Ces rencontres permettent également d'évaluer l'intérêt de la communauté à préserver son environnement. Donc, parce qu'il faut savoir que les VMCA sont un accord mutuel donc avec la communauté. Donc, on ne peut pas aller en fait contre leur volonté. La deuxième étape, c'est la cartographie communautaire. Donc, c'est une étape cruciale qui se fait en collaboration avec la communauté ainsi qu'avec les utilisateurs du lagon pour pouvoir déterminer comment le lagon est utilisé. Cela nous permet aussi de produire une première carte avec une localisation des différents points d'intérêt pour le lagon, mais aussi sur le littoral.
La troisième étape, c'est donc vérification de terrain. Donc, cette étape nous permet de valider la cartographie communautaire et d'affiner en fait la cartographie afin de valider une localisation des VMC avec l'accord de la communauté. Le quatrième point, c'est après avoir défini la VMC, donc il est important de mettre en place un suivi scientifique à long terme qui nous permettra d'évaluer en fait les résultats de la protection de la biodiversité marine. L'étape numéro 5, c'est la communication. Donc, c'est forcément le développement d'outils de communication. Donc, la communication est vraiment un point très important dans le projet. Et les étapes précédentes nous permettent d'évaluer en fait les besoins en termes d'outils de communication. Donc, au cours de ce projet, de ce programme, nous avons développé de nombreux outils tels qu'un guide spécifique sur les techniques de surveillance adaptés pour la communauté, un clip vidéo, des affiches, des panneaux d'information, des flyers, des brochures, etc. Donc, la sensibilisation et la formation. Donc, la sensibilisation de la communauté est très importante, d'une part pour faire connaître le projet, mais aussi pour augmenter les connaissances environnementales de la communauté. La sensibilisation peut se faire, par exemple, à travers l'organisation d'événements tels que les journées de portes ouvertes, où la population est invitée à découvrir le projet de manière ludique et pédagogique. C'est aussi à travers des excursions en bateau à fond de verre que l'on peut voir la richesse biologique de la région. Côté formation, nous avons fait des formations sur la connaissance des écosystèmes côtiers et marins, sur les techniques de suivi scientifique ainsi que sur la gestion des ressources du site. Reef Conservation a aussi développé au cours de ce projet des formations telles que EcoGuide et Foundation Course qui sont divisées en plusieurs modules. Donc, il y a des modules sur les différents écosystèmes côtiers et marins et sur les techniques de guidage et sur les premiers secours. Donc, toutes les formations en fait, sont adaptées à la communauté et combinent des sessions de cours, mais aussi de nombreuses sorties de terrain. Et toutes les formations sont reconnues par la MQA. Le point numéro 7, c'est élection d'un comité. Donc, le projet VMCA est basé sur l'implication volontaire de la communauté. Il est donc important à un moment donné qu'un comité communautaire soit élu et mis en place. Ce comité doit être le plus représentatif possible de la communauté. Ce comité a pour objectif de prendre des décisions concernant la gestion des VMCA. Pour le moment, on a 2 comités, donc un pour chaque VMCA. Reef Conservation joue toujours le rôle forcément de conseiller auprès de ce comité. Donc, chaque membre du comité a suivi une formation de cours EcoGuide ou alors la formation Foundation Course. Avec le comité et les utilisateurs des ressources, un code de conduite a été élaboré et signé. Ce document liste les objectifs ainsi que les différentes activités permises sur la VMCA et contient une carte de localisation de la VMCA. Donc, mettre en œuvre des outils et un plan de gestion durable. Donc, ça, c'est la dernière étape. Donc, comme je vous l'ai présenté précédemment, à Anse-la-Raye, on a mis en place en fait un sentier sous-marin ainsi que 2 bouées fixes d'amarrage de bateaux. Donc, ces 2 outils sont là pour protéger la biodiversité marine, mais aussi pour la découvrir. Donc, le plan de gestion élaboré pour les VMCA est basé sur les meilleures pratiques et avec des indicateurs internationalement reconnus. C'est un outil de suivi et d'évaluation de l'efficacité de la gestion du site. Il a été élaboré et rédigé avec le comité, donc avec également la communauté. Bien entendu, ces différentes étapes ne sont pas figées. Donc, on n'a pas des fois 1, 2, 3, on ne suit pas, mais elles sont interactives en fait les unes avec les autres. Alors, on dit que la VMCA, le programme, c'est vraiment une participation communautaire. Donc, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'on implique la communauté dans ce projet-là. Donc, on implique la communauté dans les réunions. Donc, c'est lors de ces réunions que nous partageons beaucoup d'informations avec la communauté et les différentes parties prenantes. C'est aussi le moment de rassembler les connaissances locales. On peut aussi juger la volonté de la communauté pour les VMCA lors de ces rencontres. En plus, on peut également identifier les lacunes dans les différentes connaissances. On a une partie, c'est la cartographie participative. Donc, forcément, elle ne peut pas se faire sans la communauté, car c'est la communauté et les personnes qui utilisent la mer qui connaissent mieux leur environnement. Donc, c'est à partir de là qu'en fait, on peut nous mettre d'accord sur l'emplacement et la taille en fait, des VMCA. Pour inclure les jeunes, donc on a impliqué les jeunes, donc les étudiants, les clubs de jeunes, en organisant en fait des ateliers de travail sur les VMCA et également sur l'importance des écosystèmes. Organiser des événements communautaires pour une plus large sensibilisation de la communauté et du public. Nous incluons également la communauté à travers le renforcement des capacités et sensibilisation avec des activités de gestion du site, un suivi scientifique
Donc, la communauté participe activement à la collecte des données scientifiques, l'utilisation et l'entretien du sentier sous-marin et des bouées, et sessions de travail pour approfondir leur connaissance des écosystèmes. Les comités de gestion sont constitués de représentants de la communauté. Un code de conduite a été formalisé et signé par le comité et par les utilisateurs des ressources. Et les membres nous ont également aidés à mettre en place en fait, le sentier sous-marin et les bouées. Les membres du comité et les utilisateurs ont accepté l'extension des VMCA pour augmenter la superficie des zones sous protection. Lorsque nous avons des échanges d'expertise avec les scientifiques, nous encourageons la participation de la communauté qui peut alors présenter leurs travaux et leur engagement pour la protection de l'environnement. Le comité et les utilisateurs directs sont impliqués dans l'élaboration et la mise en place des plans de gestion du VMCA. Donc là, c'est en quelques chiffres, donc depuis 2012 en fait, jusqu'à 2017. Donc on a deux comités communautaires avec 11 membres du comité. On a réalisé 4 journées de portes ouvertes avec 1600 participants. On a réalisé 41 séances de sensibilisation et de formation, ça représente environ 640 participants. Donc, les différents résultats que l'on peut avoir, donc on a 2 VMCA qui sont créés, on a 85 hectares de zones protégées, donc on a 69 à Anse-Larrey et 16 hectares à Roche-Noire. Pour la durabilité des VMCA, donc on a 2 comités communautaires bénévoles, on a des bouées fixes d'amarrage de bateaux et un sentier sous-marin, et également un code de conduite et un plan de gestion qui ont été donc signés. Les différents résultats scientifiques, donc on a plus de 10 ans de données scientifiques sur la diversité des coraux, des herbiers et des poissons. Alors ça, c'est toujours en cours, hein, donc on le fait tous les mois et tous les 6 mois. On a 5 ans également de données sur le blanchissement des coraux, donc qui sont partagés au niveau national et régional. Et on a reçu également de nombreux universitaires, donc que ce soit locaux ou internationaux, donc pour réaliser leur BSc ou leur MSc. Pour la sensibilisation et la formation et la communication, donc on a un clip vidéo d'animation qui a été réalisé, des affiches, des panneaux d'information, flyers, brochures, ardoises. On a formé des jeunes, des femmes, justement comme éco-guides, ainsi que des skippers, donc c'est ces personnes-là qui utilisent le site. Pour la reconnaissance internationale, donc on a participé, donc là vous voyez la liste, on a participé à différents symposiums, à différents échanges d'expertise. Donc on a le symposium à Hawaï, on a l'échange d'expertise avec des représentants de Madagascar. On a également réalisé un projet qui s'appelle Coral Community avec le Plymouth Marine Laboratory et des artistes indépendants. On a la participation à l'atelier du projet, donc l'atelier final du projet gestion intégrée des zones côtières de l'océan Indien. On a également réalisé une fiche de bonne pratique qui est donc en ligne. Et on a organisé également des échanges régionaux donc avec une ONG qui est donc de Madagascar. On avait accueilli des représentants de Seychelles et Madagascar. Alors, pour le futur, donc l'évolution du projet en fait de 2012 à 2021. Donc, en fait, la première phase, ça a été quoi? Ça a été les créations des VMCA pour la protection des ressources marines. La deuxième phase, ce que l'on a fait, c'était vraiment de lier les VMCA aux écosystèmes côtiers et élargir la sensibilisation et l'inclusion des parties prenantes. La troisième phase, donc la troisième phase, ça consiste à travailler avec une approche plus globale, donc de reach to reef, donc ça veut dire de la terre vers la mer, donc qui relie en fait les zones côtières, terrestres et marines. Donc, on est en train de réaliser en fait une étude de faisabilité de mise en place d'une écozone, donc à Cap-Malheureux, qui est donc un village près de Anse-Larrey qui comprend la VMCA, donc comme on peut voir en fait sur la carte. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Un petit peu. Pardon. Je pense que les présentatrices ont beaucoup à dire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un souci. C'était intéressant. Donc, merci beaucoup, Céline. Donc, Céline ne va pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de le mettre dans le chat.
Et donc, s'il y a des questions, on va répondre maintenant, mais très rapidement. Ou vous pouvez aussi raise hand et on vous donnera la parole dans ce cas-là. Donc, on va attendre quelques minutes, voir s'il y a des questions pour Céline. Pas de questions? Bon, il y Tu avait vois, plein de trucs intéressants. le fait de parler beaucoup, peut-être que voilà, il n'y a Tu pas as de questions. tellement donné tous les détails qu'il n'y a pas de questions du coup. Non, après, ça n'empêche pas, je veux dire, s'il y a des gens qui ont des questions, de nous contacter plus tard, via notre page Facebook, etc. Donc, il n'y a pas de souci, on est ouvert à répondre à toutes les questions, quoi, possible. Ah, donc il y a une question, Céline. Est-ce qu'il y a d'autres zones plan? Ouais. Oui, alors, pour l'instant, on travaille vraiment sur ces deux zones, donc Roche-Noire et Anse-Larrey. Parce que comme j'ai dit précédemment, il faut vraiment que la communauté et surtout en fait les pêcheurs et tout ce qui est utilisateur de la zone et du lagon sont volontaires et sont d'accord en fait. Donc voilà. Mais oui, pour l'instant, c'est pas planifié, mais on est ouvert à toute proposition, etc., quoi. Study on sediment. Ah oui, alors on avait fait une étude sur les sédiments dans les lagons pour voir justement si les sédiments avaient un impact sur la santé en fait des coraux. Et donc, on a corrélé les différentes données que l'on avait eues, que l'on a pu récolter. Et en fait, on se rend compte que forcément, les sédiments sont liés plus facilement avec les conditions météo. Donc, forcément, quand les conditions climatiques sont mauvaises, quand on a de fortes houles, quand on a du courant, etc., donc on aura plus de sédiments. Donc, pour l'instant, les sédiments ne sont pas forcément une cause en fait majeure de la mortalité en fait des coraux. Enfin, sur la zone, pardon, sur la zone d'étude, donc sur Anse-Larrey et Roche-Noire. Ok, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, comme Céline a dit, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à la contacter sur Facebook ou quoi. Je suis sûre que ça fera un plaisir. Donc, merci beaucoup, Céline. On ne va pas te retenir plus si tu as besoin d'y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Donc, notre prochaine présentatrice, c'est Aniel Espiègle de Choses Rodrigue. Donc, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de savoir un peu aussi qu'est-ce qui se passe à Rodrigue, qu'on entend un peu moins parler vu qu'on est à Maurice. Mais c'est notre île voisine. Donc, je te laisse la parole, Aniel. So, hello everyone. So I'm Aniel Espiègle from Choses Rodrigue. And so what is Choses? Choses is a registered NGO operating since 2001. So we started as a program in 1998, Choses of Capricorn. And then afterward, in 2001, we registered ourselves as an NGO. So we are actively involved in marine education. One program is the Club Med program, which involves young people of 14 and above. So we educate them on the marine ecosystems. And we are also involved in the Eco School program. We do also training and research and sensitization on the marine environment, biodiversity, conservation, protection, and also preservation. So education, as stated before, we are involved in the Club Med program, but also we do sensitization all around the island, targets different ages, starting with primary school children, teenagers, young people, teachers, and the local communities. There have been more than 5,000 students through Club Med, and through Club Med, we also involve those students in sensitization campaigns, in our surveys, and also in our cleanups. So training and researchers, so we have been supporting scientific research for these past 20 years. So we have been training people all around the island on
octopus monitoring, reef and lagoon monitoring, and also how to do coral restoration. So our main focus is on marine biodiversity, fisheries, and physical processes influencing health and condition of the ocean around Rodrigo Island. So our researchers are designed so that the result could benefit the whole population. For example, when we did the octopus monitoring, the aim was to assess when the octopus are mating, are matured, etc. And then rules that actually help the local government here to establish the octopus closure. And we have worked and we are working also with various scientists at a regional, national, and international level. So what are the main projects? So we have been working with different stakeholders for the implementation of marine protected areas. So we have formed northern marine reserves here, and we have been involved in the establishment of all those marine reserves. So we have Rivière Banane, we have Grand Bassin, we have Anses Anglais and Passe Demi. We have also the Southeast Marine Protected Area, which is found in Port Sud-Est. We have been involved in its implementation, talking with the communities, with the fishers and everything. So we have been working also on various projects with universities, such as the Bengal University in England, Université de la Réunion, most specifically on the coral recruitments. So we have and we are still working on coral rehabilitation and restoration, mainly in, as stated before, in marine protected areas in the northern and the southeast. We are targeting areas that's already being conserved, so that to ensure that there is a sustainability in what we are doing. There's sustainability. So we do a lot of reef and lagoon monitoring. We've done whale watching, and we are also involved, or we work also on alternative livelihood projects. We have been granted livelihood projects from SDPGF and also from the UNDP itself, whereby we are removing some of the fishermen from the sea, therefore reducing too much pressure on the sea, and moving them on land and providing them with more or less sustainable alternative livelihoods. Because we all know that now here, especially, our fish stock is reducing due to the increase in fishermen. So thanks for listening. It was short, but I hope you have grabbed most of it. Merci beaucoup, Agnès. C'était super intéressant. Tant mieux que tu prends un petit peu moins de temps, comme ça rattrape ceux qui ont pris trop de temps. Donc, Agnès, toi, tu vas rester jusqu'à la fin, c'est ça? Juste pour confirmer. Ouais. On peut poser les questions à Agnès à la fin. Yes. Donc, on va passer du coup à notre prochain présentateur, qui est Sarvesh Mandil de EcoSud. Donc, j'espère que j'ai pas mal dit ton nom. Non, Salut, c'est bien. Sarvesh. Je te passe la parole. Merci. Vous voyez l'écran? C'est bien? Cool. So I'm going to switch to English because I'm more comfortable with it. So I'm Sarvesh, Scientific Officer at EcoSud, and today I'll be talking about the monitoring and conservation actions at EcoSud. So EcoSud is an NGO that was founded in the year 2000 with the main objective to fight for nature's right. And in 2010, we started a project called Lagon Bleu, whereby we put more focus on the marine environment, ecosystems, and all the associated organisms. So I move directly to what we do. We start with mangroves. So in Mauritius, we have only 2 species of mangroves. We have the Brugueria gymnorrhiza and Rhizophora muconata. These 2 can be easily identified by their roots. The Brugueria has kneecap roots, as you can see, and the Rhizophora muconata has aerial roots. So these roots have been developed because usually the sediment where the mangroves are found are usually clogged with water,
and there is very little air and oxygen available there. So the roots have been developed in such a way whereby they can be above the ground and they carry out respiration. They provide a lot of ecological services such as coastal protection, both in terms as they prevent erosion, but also they provide protection against surge waves, especially against during storms or even tsunamis. They are also habitat for invertebrates such as crabs, and also they provide a habitat for juvenile fish, which can hide over there and prevent them from being eaten by large predators. So EcoSuite carries out monitoring and conservation of these ecosystems. We usually do monitoring twice per year for the mangrove strand, whereby we set up quadrats of 10 by 10 meters. We measure the diameter at breast height, the height of the tree, and then using equations, we calculate the above ground biomass, which is used to calculate productivity and to estimate how much this strand of mangrove is important. Also, as mangroves are usually found in wetlands, we carry out bird monitoring. Here you can see a striated heron, which is very well camouflaged, by the way. So we usually monitor these birds because some of them are migratory. We try to monitor in which a month they usually come and which species are most common. EcoSuite also carries out the conservation of mangroves. As you can see here, we have planted several mangroves in the Ramsar site of Point Disney, and we also plan to do it in other regions of Mauritius. So now we move to corals and seagrass. So both of these ecosystems are very important. I start with corals. They are very important as they provide coastal protection. We have calm lagoons, very beautiful ones also. They are the habitat for various organisms, and most importantly, they are a very good source of food and revenue, especially for tourism in Mauritius. The seagrass are also very important as they trap sediment, which enables the corals to thrive, and they act as a feeding and resting ground for turtles and juvenile fish as well. EcoSuite carries out monitoring of these ecosystems on a quarterly basis, which is twice that of mangroves. This is because these ecosystems are much more dynamic than mangroves. That is, they change much quickly and are affected by other conditions. And while carrying out this monitoring, we also monitor fish because this is a very good indicator of the health of these ecosystems. And then we analyze these data and produce reports, which allows us to form graphs and see the trend over the years, because only one set of data will not be useful. So it is only over the years that we can see the real trend, whether there's an increasing or decreasing trend. And this really helps us in making management decisions. EcoSuite also carries out some conservation efforts in the field of corals, as we have a coral farm, and we have started it since 2017, and we have over 2,000 transplanted coral fragments. Now we'll move to one of the most interesting things that we do, that is turtle monitoring. This is usually carried out by snorkeling, diving, or even while we just go on the boat, and if we encounter one, we just take its picture. So turtle identification. In Mauritius, we have only two species that's very common. You have the hawksbill and the green turtle. These two can be easily identified with their beak. The hawksbill has a very pointy beak, as you can see in the picture, while the green turtle has a more rounded one. Unfortunately, the hawksbill is critically endangered, and it's listed in the IUCN list of critically endangered species. So we have to monitor its population very well to see if it is increasing or decreasing in Mauritius. So we do the turtle identification using photo identification based on the position and the shape of the scutes. We give it a 3-digit code. The first number is the row number, the second number is the position of the scute in that row, and the third is the number of sides of the scute. So it can be complicated at first, but I'll try to show you now what I mean by this. I hope everyone can see the picture here. As you can see, this is the first row. So we'll write 1. This is the first scute, 1 again, and then it has 1, 2, 3, and 4 sides. So it becomes 1, 1, and 4. The second one, the same, first row,
second scute, and then it has 1, 2, 3, 4, 5, and 6 sides. So it goes on like this until we get something like this. This is a turtle that we identified in Belum. We name it Kiki because we can't name it after people's names, so we have to think of things that are a bit abstract. Its ID is a bit complicated, that's why we give it a name. It's easier to remember. This is a female because it has a very short tail. Relative to males, the females have very short tail. This is Fifi, again a female because it has a very short tail. And this is BO003. We found it in Belum, still has no name. That's why it's 003. And this one also in Belum, 004. So what we intend to do in the future is to do community-based photo identification. That is to train the local community and dive centers to take picture and identify the turtles for us. And then we will put that in the database of Mauritius. We also want to do satellite tracking because it's important to know if there's a local population of turtles in Mauritius and whether there are nesting sites, foraging grounds, or breeding grounds as well in Mauritius. So that will be all for me. Thank you very much. If you have any questions, I'll gladly take them at the end of the presentation. Thank you. I hope I haven't been too long. Non, c'était parfait. Merci. Donc, comme on est un petit peu en retard, tu es OK pour rester jusqu'à la fin, ça va? Yes. D'accord. Donc, on va prendre les questions plutôt à la fin. Pas de problème. Et donc, notre prochaine présentatrice, c'est Nina Dubois de Drop of Blue. Donc, Nina, the floor is yours. Thank you. Good evening, everyone, and thank you to Ebony Forest for having me. I will share my screen. Sorry. Here we go. Yes, so I'm gonna talk a bit about our little company that is called Drop of Blue. So me and my colleague Shakti Taker, we founded this company about 2 years ago. Sorry. Here we go. So we're both coming from an NGO background. We've been working for several years together on protection of the marine and coastal environment through education and awareness. As we're very passionate about the education and awareness part, we decided to take the leap and start our own little company, because we think that as people living on an island, the coastal ecosystems play a very essential role in our everyday lives. And our passion for the marine environments wants us also to make it more available for as many as possible and make people aware of its beauty and the need to protect it. So this is our objective. Yeah, as you know, unfortunately, there are very many different environmental issues to deal with today. Just to name a few of them: biodiversity loss, pollution, climate change, sea level rise, and ocean acidification. And it's quite easy to be a bit overwhelmed and think that it's too much, but we cannot protect what we do not know. And with very small actions or changes in our daily lives, we can actually make a really big difference. So with the right information, there can still be a lot of positive change. So what are we focusing on? Education. So we are setting up different educational programs that are tailored to the needs of our clients. We do a lot of training and awareness activities for both adults and children, development of different educational and awareness raising materials, and also some training in marine and coastal monitoring techniques. Why do we do this? Because it's really important to understand our surroundings and the different ecosystems and how they work and how they're interconnectivities, how they're connected to each other, sorry. But we don't want it to be like in a school or like a teacher-student way,
but it's more discovering the marine environment in fun and creative ways. We combine a lot of theory and practice in our work, and it's more about exchanging and discussion around an image, reflecting about something instead of just teaching and pointing fingers. This is just a few pictures to show you a bit about the work we're doing. So we've done a lot of camps for children. Like I said, we're building models together with them. We talk about a certain subject. We learn how to set up, for example, a campaign about how to make their own posters and create a campaign about environmental awareness. We combined it with snorkeling training. They also get to try diving in the pool for those who have the age of it. We've done sailing camps with them, everything to get a better connection and a more positive attitude towards the marine environment and find out more about what's actually in the sea that surrounds us. So once they've done the training, for example, the snorkeling training in the pool, we take them out at sea and they can practice in real, meaning they know how to control their fins and they know the right techniques so as not to harm any corals or anything around them. We've done also outings to explain to them about the dolphins and their behavior and how you can identify them and how to approach them the right way. So these are just a few things that we've done with children, but we've also worked with companies, supporting companies, as many of them today are becoming more and more increasingly involved in environment protection and integrating it in their daily operations and in their strategies. We're fortunate to accompany the Attitude Hotel Group in their sustainability development strategy, working with their Marine Discovery Center, where we're also developing educational tools and training of their staff, working with their boathouse and the diving center and the communities around. And it's all about advising on the do's and don'ts, how you can be more environmentally responsible, and also collaborate with all the different stakeholders around, like associations, NGOs, authorities, other companies, because the more you work together, the further we can go. I don't have so much more to talk about today, so I leave the floor to the next speaker, and I can take any questions at the end of all the presentations. Thank you. Merci beaucoup, Nina. That was very interesting. So our next speaker is Shama Sandouya. Hopefully I didn't butcher her name. Je suis pas très bon avec les noms des fois. Faudra m'excuser. Donc Shama, je te laisse la parole. C'est bon, merci. Bonsoir tout le monde. Donc déjà, je souhaite remercier Ebony Forest pour l'organisation de ce webinaire. Bravo les gars, c'est top travail. Merci aux intervenants parce que vous avez parlé de l'importance de l'environnement marin, mais aussi beaucoup de choses que j'étais supposée de mentionner dans ma présentation, mais que je ne vais pas mentionner du coup. Alors, pour commencer, je voulais juste un peu dire qu'on a vu la conservation marine dans les zones qui sont un peu plus rapprochées vers la terre, vers les zones qui sont accessibles, vers des zones qu'on voit. Le lagon, les mangroves, les herbiers marins, les récifs coralliens, c'est des choses qu'on voit, qu'on arrive à voir parce que c'est à 2 pas de chez nous. Enfin, 2 pas de chez nous, on est quand même sur une île. Mais la préservation de l'environnement marin, la protection de l'océan, ça s'étend à une zone beaucoup plus large en fait. Et ça n'a pas de boyers parce que l'océan n'a pas de boyers physiquement. Ça a des boyers légaux, des boyers scientifiques, mais pas physiquement. Donc, je vais parler de la protection de l'océan dans les eaux internationales qui se trouvent en haute mer, au-delà des zones de juridiction nationale, etc. Donc, pour commencer, pourquoi les eaux internationales, pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Donc déjà, lorsqu'on parle de la conservation marine, c'est bien de parler de la conservation marine dans les zones où on peut voir, mais le problème, c'est que les eaux internationales, ça consiste quand même de 64% de l'océan à travers la planète.
qu'on ne connaît pas, qu'on néglige, en fait, qu'on ne réalise pas, qu'on ne réfléchit pas. Et c'est tout à fait normal parce que, bon, on n'interagit pas avec cet environnement. C'est pas tous les jours qu'on va aller prendre un navire, on va aller pêcher en haute mer. Donc, c'est parfaitement normal. Mais il faut quand même prendre conscience de ce qui se passe parce qu'on est quand même face à une crise écologique, face à une crise climatique qui demande des actions nécessaires pour justement protéger cette biodiversité. Donc, juste en termes de contexte, de comprendre vraiment qu'est-ce que je veux dire par les eaux internationales, quelle est vraiment l'importance de ces zones. Donc déjà, les eaux internationales couvrent 40% de la superficie de la planète, donc qui est déjà énorme. Et ça a une contribution pour la planète, pour le climat, pour la biodiversité, mais aussi pour le peuple, pour les communautés, pour tout le monde. En fait, c'est l'océan qui donne l'oxygène, en fait, 50 à 70% de l'oxygène que nous respirons. Et ça, je suppose que ce sont des choses que vous connaissez déjà. Donc, l'océan participe également à l'absorption de carbone de l'atmosphère. Et le stock, mais également absorbe l'excès de chaleur qu'il y a à cause de la crise climatique. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de processus auxquels l'océan participe en général, qu'on ne réfléchit pas trop tous les jours, mais qui nous impactent parce que c'est quand même à grande échelle. Donc, l'océan représente aussi l'habitat naturel de au moins 95% de la biodiversité. D'ailleurs, on ne connaît pas toutes les formes de vie qui existent en mer. Et je trouve que c'est quand même impressionnant qu'il y a des espèces qui sont en train de vivre à l'extérieur, qui sont en train de vivre dans les eaux internationales qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues ni entendues. Donc, je trouve que c'est impressionnant. Mais aussi, ce sont des routes qui sont utilisées par des espèces, par des poissons, des baleines ou des oiseaux marins, pour justement migrer, pour aller se nourrir, pour élever leur progéniture ou pour reproduire tout simplement. Donc, il y a des endroits que, voilà, comme j'ai dit, qu'on ne connaît pas. Mais dans les eaux profondes, la biodiversité est beaucoup plus riche qu'à la surface. Donc, quand même, ça nous fait réfléchir. Et pour terminer, voilà, l'océan contribue à la sécurité alimentaire aussi. Donc, pour commencer, je vous présente une cartographie de l'océan en général, des eaux internationales. Donc, les petits trucs en rond que vous voyez, en fait, c'est des zones clés en biodiversité. Et ce que vous voyez en orange, c'est les zones qui sont actuellement protégées. Donc, vous allez voir en fait qu'il y a moins de 1% de l'océan à travers la planète qui est protégé. C'est quand même hyper grave. Mais pour comprendre un peu pourquoi est-ce que je dis que c'est grave, déjà, les eaux internationales sont surexploitées à cause des activités telles que la pêche commerciale, intensive, illégale, la pollution plastique, l'extraction de pétrole. Nous avons également l'industrie du transport maritime en fait, qui fait beaucoup de dégâts, notamment en transportation des espèces envahissantes, les marées noires comme on a vu avec Wakashu, etc. Nous avons également la crise climatique et puis nous avons les activités minières. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui se passent tous les jours, mais qu'on ne voit pas. Et ça, c'est une autre cartographie qui vous montre les activités qu'on a en fait dans l'océan et qu'on ne voit pas. Et on voit qu'en fait, c'est la surexploitation des océans et les différentes pressions, elles sont beaucoup plus présentes dans les zones clés en biodiversité. Donc, ça nous fait penser que voilà, c'est pas juste quelques zones où on retient de l'huile, quelques zones qui est menacée, mais c'est surtout les zones qui sont riches en biodiversité. Mais concrètement, c'est quoi le problème? Alors, on a des lois, on a notamment une convention qu'on appelle UNCLOS, qui justement dit, voilà, les utilisateurs de la mer, notamment s'il y a par exemple des bateaux de pêche de je ne sais quel pays, qui pêchent dans les eaux internationales, c'est à la responsabilité de ce pays d'investir dans la conservation, dans la protection des ressources maritimes, de ne pas faire de la surpêche, de ne pas surexploiter les ressources naturelles, etc. Mais que bien évidemment, il n'y a pas vraiment de code qui arrive à régulariser ces activités. Donc, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas suffisamment de ressources aussi, parce que n'oublions pas que pas tous les pays sont riches. Donc, il n'y a pas suffisamment de ressources qui sont déployées pour la protection de ces zones. Mais il est important de noter aussi que nous avons des pays qui sont développés et riches, qui n'utilisent pas les ressources nécessaires pour protéger ces zones, parce que justement, ils se font de l'argent, etc.
Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus grave que de dire qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Donc, il y a aussi un manque de cohérence par rapport aux critères de conservation dans la communauté scientifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par la conservation? Est-ce qu'on veut dire que ça soit free from any activity? Est-ce qu'on veut dire que ça soit juste de la restauration active? Bref, il y a beaucoup de choses en fait qui ne sont pas forcément en cohérence et ce qui fait que voilà, on n'arrive pas à établir un plan direct. Et comme vous le devinez peut-être, on n'a pas suffisamment d'études sur la biodiversité dans les eaux internationales. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai rejoint le bateau de Greenpeace pour une expédition scientifique. Donc, durant le mois de mars de cette année-ci, on avait fait une expédition sur le icebreaker de Arctic Sunrise, qui est pas si grand, pas aussi grand que ça, mais c'est un navire quand même. Et du coup, il y avait 30 membres de l'équipage à bord avec quelques scientifiques. Et on y est parti pour justement étudier la biodiversité au Sahara de Mala, donc le bord de Sahara de Mala. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ça? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a utilisé, mais plutôt choisi le Sahara de Mala? C'est parce que déjà, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui ont été faites là-bas. C'est tellement uncharted territories que même lorsqu'on est parti, en fait, on ne savait pas où on partait. À un moment, on était à 200 mètres de profondeur et 2 minutes plus tard, on était à 10 mètres de profondeur. Donc, c'était very uncharted. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup d'études. Mais aussi, le plateau du Mascarin, où se trouve le Sahara de Mala, est riche en termes de biodiversité. Pourquoi? Parce que principalement, c'est une zone qui est peu profonde, donc ce qui encourage les coraux, ça encourage les récifs coralliens à grandir. Ça a aussi des herbiers marins, et ce qui fait que cette productivité, ben, ça arrive à appuyer la pêche tout autour. Donc, on s'est aussi focalisé sur le fait qu'au Sahara de Mala, ben, on a quand même des herbiers marins très importants. C'est un écosystème qui, comme un des intervenants a mentionné, c'est vraiment important pour la biodiversité, pour les tortues de mer surtout, mais qui était aussi important pour le climat, parce que justement, les herbiers marins couvrent uniquement 0,2% de la superficie de la planète, mais ils arrivent à capter le carbone 35 fois plus vite que les forêts tropicales et arrivent à le garder, à le stocker beaucoup plus longtemps aussi. Donc, il y a tout ça qui fait qu'on voit les herbiers marins vraiment très efficaces face à la crise climatique. Donc, juste pour vous donner une idée où ça se trouve entre Seychelles et Maurice et également entre Agalega et les Chagos. Ce qui fait que c'est une zone hyper intéressante. Et ce banc que vous voyez ici, en fait, c'est un banc où il y a beaucoup de pêcheurs qui y vont, beaucoup de pêcheurs mauriciens. Là, il y a les Saint-Brandon, etc. Cette zone de Sahara de Mala, ben, ça tombe dans les eaux de Maurice, dans les eaux de Seychelles également, mais également dans les eaux internationales. Donc, ce qu'on a fait à bord du navire, c'était très intense parce qu'il y avait un seul mois pour le faire. Donc, on a essayé de faire un recensement de la biodiversité. On a participé à un survey visuel. Donc, on a utilisé des jumelles, comme vous le voyez, c'est des jumelles spécialisées justement pour pouvoir détecter les choses à des kilomètres à la ronde. Donc, on a utilisé ça. On a aussi utilisé, comme vous voyez au bas, c'est un véhicule sous-marin téléguidé. Donc, on appelle un ROV en anglais, pour justement prendre des photos sous-marines parce que on ne pouvait pas plonger tous les jours, c'était un peu compliqué, on ne connaissait pas forcément les profondeurs, etc. Et du coup, on a aussi utilisé les hydrophones. Donc, il y a l'hydrophone ici, là, que vous voyez, et là, ici. C'est tout ça, en fait, ça fait, je crois, 300-400 mètres de long. Et en fait, qu'on déploie directement de la poupe du navire. Et lorsque le navire va tranquillement dans l'eau, on va voir l'hydrophone qui est tiré et qui va capter les sons en fait, des cétacés. C'est comme ça qu'on a pu identifier quelques espèces. Donc, on a aussi utilisé une méthodologie qu'on appelle l'ADN environnemental. Donc, l'ADN environnemental, comme vous le savez, ben, les animaux, ben, tout comme nous, ils ont de l'ADN très spécifique. Et il y a des scientifiques qui ont pu, en fait, faire un répertoire de l'ADN des espèces en mer. Et nous, ce qu'on a voulu faire, vu qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout entendre non plus, on a décidé de prendre des échantillons d'ADN à la surface, comme dans les profondeurs, pour justement qu'on puisse analyser et identifier des espèces qu'on n'a pas forcément vues ou entendues. Donc, ce filtre que vous voyez ici,
c'est un filtre où justement on pompe de l'eau de la mer et à travers les pompes, il y a l'eau qui passe dans les filtres et l'ADN, ça reste coincé dans les filtres. Donc à la fin, on va ajouter des substances en fait pour préserver cet ADN. Donc, on a aussi mesuré des paramètres physico-chimiques. Donc, par exemple, la conductivité, la température, mais également la pression. En utilisant, en fait, on a utilisé des bouteilles parce que c'était à 300 mètres de profondeur, donc c'était un peu compliqué de plonger à 300 mètres. Et voilà un peu ce qu'on a vu. Donc, on a vu vraiment une panoplie de choses. On a vu les rocales de brides. On a vu des orques également. On a vu des globicéphales. On a vu du baleine à bec. On a vu comme Jacqueline a mentionné plus tôt dans les eaux de Maurice, on a les dauphins à long bec et les dauphins tachetés. On les a vus aussi. On a vu les poissons lunes, des requins, des raies, un requin baleine. On a vu environ 10 à 20 espèces d'oiseaux marins, ce qui était vraiment chouette. Et on a aussi vu des tortues de mer. Donc tout ça, on a vu durant notre expédition. Donc par rapport aux photos qu'on a eues sous-marines, on a vu des zones où il y avait plein de coraux. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il n'y avait pas une seule espèce de corail qui dominait tout l'écosystème. C'était vraiment diversifié. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait plusieurs espèces de corail. On a aussi vu des zones très denses en termes d'herbiers marins. Mais ce qui a été encore plus joli à voir, c'était de voir qu'il y avait une connexion vraiment spéciale entre les herbiers marins et les coraux. En fait, les herbiers marins et les coraux dépendent de chacun et ils sont connectés à travers des espèces, à travers les cycles de vie des poissons ou d'autres espèces, etc. Donc ça, c'était génial. Mais c'est pas uniquement, on n'a pas vu, donc bon, tout n'était pas beau, tout n'était pas rose non plus. Ce qu'on a vu des coraux morts également, on a vu des coraux morts, on a vu des déchets en mer, on a vu des bateaux de pêche, on a vu des bateaux, de gros navires qui passaient, en fait, ils étaient juste de passage. Mais tout ça fait penser que voilà, le Salar de Mana, c'est peut-être un coin retiré et super joli, sauf que c'est quand même assez vulnérable face aux menaces, par exemple, à la crise climatique, au transport maritime et également aux déchets. Donc, qu'est-ce qui est prévu suite à ça? Déjà, les échantillons doivent être analysés. Ça prend du temps à cause de la crise Covid, mais également, les résultats seront publiés. Tout ça, c'est fait dans le cadre vraiment de pousser pour qu'on puisse avoir un traité qui est plus ou moins similaire à l'accord de Paris pour pouvoir créer un réseau de sanctuaires marins et d'aires marines protégées à travers la planète. Donc, ce réseau d'aires marines protégées, ça pourra également permettre la protection de 30% des océans d'ici 2030. N'oublions pas que la protection de l'océan, c'est un outil très efficace face à la crise climatique. À quoi ressemblerait une planète protégée? Voilà, ça c'est une cartographie avec les différentes zones oranges, encore une fois, des zones que la communauté scientifique souhaite protéger avec les zones clés de biodiversité. Et ça, c'est juste à 30% si on arrive à faire la protection d'ici 2030. Donc, c'est franchement génial. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Donc, comme Céline avait mentionné plus tôt, on ne peut pas faire la protection, on ne peut pas faire la conservation marine sans l'implication des communautés locales. Donc, dans ce cas précis, ce serait vraiment les communautés sur les îles, les communautés qui habitent dans les zones côtières, les pêcheurs et tous les utilisateurs de la mer. Ils doivent être inclus dans les processus de decision making ou de consultation parce que quand même, on ne peut pas avoir de justice environnementale ou de climatique sans les inclure. Quand on parle de protection des océans, ça ne veut pas dire la privatisation des ressources, que ce soit par les lobbies, les industries, le gouvernement, mais également la communauté scientifique. L'océan, c'est un bien commun, c'est à partager à tout le monde et c'est pas logique qu'il y a certains qui monopolisent l'espace. Et bien sûr, pour en finir, la protection de l'océan ne peut pas être utilisée comme un outil politique, par exemple comme le Chagos Marine Protected Area. Ça a été déclaré comme une zone protégée, mais en faisant ça, on empêche les Chagossiens de passer sur les îles. Et ça, c'est une violation des droits fondamentaux de l'homme. Donc, du coup, c'est les choses à ne pas oublier lorsqu'on fait la protection de l'océan, surtout en haute mer aussi. Et c'est à peu près tout. Donc, je vous dis un grand merci. Et je passe la parole au prochain.
Merci beaucoup, Shama. C'était super intéressant. On a des présentateurs trop intéressants, du coup. Et on était retardé un peu. Donc, on était supposé avoir 2 présentateurs qui vont suivre, mais Nadim de Ecomode Society a un petit empêchement malheureusement et ne pourra pas venir ce soir. Il y a un petit problème d'équipement qui s'est cassé, donc il a eu à aller réparer ça. Comme quoi, les biologistes, on n'a pas d'heure. Donc, notre dernière présentatrice, c'est Nathalie Summers, qui va nous parler de Deep Sea. Donc, je te passe la parole, Nathalie. Hello. I'll share my screen. Hi, and I'm Natalie, and thank you to Ebony Forest for letting me talk about this subject, which is very dear to me. And it follows quite well from the previous talk, as we get to go dive a little deeper into the sea and explore some of what lives there, with a focus a little bit more on around Mauritius and the Indian Ocean, which is actually an area that is very unexplored. So first of all, when we talk about the deep ocean, it's like what is deep? The average depth of the ocean is about 4,000 meters globally. And in the Indian Ocean, it's just a little below, but still very close to 4,000 meters. The deepest point in the world is Mariana Trench at the Challenger Deep, which is at 11 kilometers below sea level. And in the Indian Ocean, we have the Java Trench, which is just below 7 kilometers deep, so 7,000 meters deep. And Mauritius, of course, is an oceanic island, which means it's like we're maybe not very high above sea level, up to I think 900 meters, but below sea level we go down to about 4,000 meters. And why is this interesting? Is because this makes us a hotspot for biodiversity, not just in the surface around the coral reefs, but all the way down to the seafloor. We get an increase of nutrients, which then gets an increase of phytoplankton, so little algae that lives in the sea. And of course, this is the base of the food chain, so attracts a lot of pelagic predators and larger organisms, which then congregate around the island. So let's go dive down a little bit. If we stick to the surface to recreational scuba diving depth, for some people, especially who have never put their heads underwater, 40 meters seems very deep. But it's really beautiful with lots of coral reefs, which we've already had several talks about conservations of these areas. However, as most scuba divers will know, as you go down, you get less and less light. So at 20 meters, the red, for example, red color completely goes away. And there is a difference in coastal waters where you get a lot of sediments. We start losing light maybe like 50 meters. But in really clear water, you can get light down to 300-400 meters. And mostly blue light in that case. So as we go down, we just heard a little bit about the Mascarene Plateau, which consists of several very important banks, such as Syed Malha Bank and the Nazareth Bank, which have important economic importance for Mauritius through fishing, potential oil and mining of mining importance, which of course are quite destructive. It also has some importance geopolitically, as it was a subject of an application from Mauritius and Seychelles, which was successful in extending the exclusive economic zone. But it's also very important biologically, as it's like very high productivity. This is partly due to the current. And we see a lot of creatures, so some that we've known and we've heard about,
from shallow waters, but you may not know they can dive quite deep, like spinner dolphins can go down to 400 meters. Sea turtles, some species dive approximately 300 meters, some can go deeper. Tuna fish, which is important for fisheries, can be found around 500 to 1,000 meters. But the twilight zone is also where things start getting quite strange. So you get everything from small copepods to krills, very small things, to really large animals, jellyfish. And just some examples of fish. So fish tend to get sometimes larger eyes because light availability is very, there's not a lot of light. But then you start also getting a lot of bioluminescence gets important. So this is where animals create their own light, either for attracting some prey, for hiding, even for mating. And they also tend to get like really sharp teeth in some cases. And you get things like the spiral-eyed fish, which has a transparent head and can rotate its eyes completely upwards to find prey coming from above. You get the coelacanth, which has been in the news, was in the news a few years ago for finding it along the African coast. And you get some more scary things like the goblin shark. There has been, I guess, apart from the research vessel that we heard about this year, the last one was the Dr. Fridtjof Nansen that came around the Indian Ocean. And this was a large project that consisted of 4 phases, starting with exploratory surveys for fish resources in the 70s and ending in 2016 with ecosystem assessment, marine pollution, and looking at impacts of climate change and fish resources and biodiversity. This project was in collaboration between Norway and many of the different countries around the Indian Ocean, Western Indian Ocean, including Mauritius. So let's go down a little deeper and we get to the bathyal zone that's between 1,000 to 4,000 and the abyssal plain 4,000 to 6,000 meters approximately. And the abyssal plain especially is the major habitat within the deep sea. As I said, the average depth is around 4,000 meters. And these zones are generally characterized either by hard substrate, where you get lots of coral gardens every time you dive somewhere with an ROV or with a submarine, we find some life of some sort, or you get a lot of, we have more sediment-based subsediment habitats with these manganese nodules. These nodules are also, unfortunately, potential mining areas. And a lot of these areas are actually in international waters, which is then regulated by the International Seabed Authority. And some areas, so in red and in orange, have already been explored by China and South Korea and reserved for potential mining in the near future. But there are a lot of all the other purple dots are other areas with potential for mineral deposits. And however, as I said, this is still an area with a lot of biology and animals living in there. Not a lot of it has been explored in the Indian Ocean, but some pictures from around the world include these eels. So as you go deeper, you tend to get more fish that have no bones. And so they look a lot more eel-like or actually eels. It's also where you find the giant squid and colossal squid, which is a main prey of the sperm whales that we get around Mauritius,
we get beautiful coral gardens, and then we get cute octopuses and weird looking sea pigs. So we get a wide variety of different fauna. And then we get down to the deepest area in the Indian Ocean, which was explored in 2019 by this 5 Deeps expedition, which actually sent manned submarines down. And they managed to map the trench. And some of the highlights that have been in the news, that were in the news over the past 2 years, were discoveries of some new species, like this balloon on a string. It's a type of Basidion, never seen before. But also they captured the world's deepest octopus. It's a type of Dumbo octopus, one of the very often thought as cute. So we're always discovering new things. So there, in conclusion, there is still a lot to explore. I haven't really talked about whale falls, which we might have a lot of around Mauritius, hydrothermal vents and methane seeps. These are all extremely special environments with their own fauna. And as for mapping, we've only mapped about 19% of the seafloor, most of which have been done over the past 3 to 4 years. And even then, there's still a large knowledge gap in the Indian Ocean. There was a lot of recent mapping when the Malaysian flight that disappeared in the Indian Ocean. And we got amazing maps of the seafloor of some of those areas. Although we know almost nothing about these habitats, we are already affecting them through fishing, pollution, and I say future, but it's already started in some parts of the world, deep sea mining, which had huge impacts, and more scientists are speaking out about it. And yeah, that's all. I think I lasted 10 minutes. So if you have any questions, just let me know. Okay, merci beaucoup, Nathalie. So we will now open the floor to questions. So you can either put questions in the chat or just raise hand, and then we can give you you can talk then. Donc je répète en français pour ceux qui ne sont pas anglophones. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez juste raise hand. C'est un tool sur Zoom pour pouvoir poser vos questions. Donc nos présentateurs sont presque tous là, sauf Jacqueline qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester jusqu'à la fin du webinaire. Je suis là, je suis encore là. Ah, tu es là finalement? Ah, désolée. Il y a tellement de petits écrans que je vois qui est là et qui n'est pas là. Donc du coup, on a tout le monde, à part les questions qu'on a déjà posées. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, on a déjà quelques questions. Je pense que ça a été pour Nathalie. What are the names of those deep water corals? So the ones that I showed were from a group called octocorals. And then the different species, it's harder to identify without the actual specimen. They are quite large group and they vary in color and size. But mostly they're known as octocorals. Okay, so we have another question. How are invasive species introduced in high seas? Subsequently, can it be introduced in deep sea? I guess I can answer. So invasive species can be introduced through shipping. So a lot of ships have water ballast when they go around the world, and they'll get water from one area and then often have to change it when they move from even ocean to ocean. And this water is full of different microorganisms. It can be larvae from species. And this way, there's been several cases of invasive species being introduced to different countries that are
harmful both to ships and shipping industry, but also then to the marine environment. It could potentially be introduced to the deep sea. It's one of the things we don't really know. There are still a lot of studies looking at what's an endemic species in the deep sea, how much endemic species there are. So it's very hard to know if we've already introduced species to a new area in those deep habitats. Okay, so we have another question. How far is the oil story in Indian Ocean true? I'm not sure what that means. Do you know? Maybe Natalie, can you answer that question? What was it how far the oil story is? Yeah. As far as I know, there has been some research or some research by the Indians on it, so bathymetric research and geological research. As far as I know, I don't think there's been any actual exploitation of oil yet. I don't know if they found any, but there has been some exploration. OK, donc une autre question. Donc ça, je pensais pour plusieurs présentateurs peuvent potentiellement répondre. Quels sont les facteurs les plus impactants sur la santé du récif corallien mauricien? Réchauffement climatique, pollution, agriculture, pêche. I would say all of them, but mostly climate change, because climate change is causing a lot of bleaching events, especially in Mauritius, because we have recorded water temperatures over 31 degrees in the last 2 years, which is really very bad for our corals. But there are also other factors, but this depends on regions. Especially in the east, we get a lot of agriculture near to the coast, so there's also the problem of excess nutrient inputs. Pollution is something that is common in most frequented areas such as Pic-en-Plac, Le Monde, mostly touristic areas. But I would say that still climate change is the biggest threat to Mauritian coral reefs. OK, merci. Donc la prochaine question, c'est do we have a population estimate of the 2 turtles? Do you tag turtles, caught, and release them back? That's a question for Ecocid. We do not really have very good estimate, because we used to carry out turtle identification monitoring only in the southeast region of Mauritius, that is Blue Bay and Grand Port. So over there, we have recorded over 15 different turtles, but most of them were hawksbill, not many green turtles. But recently, after the Wakashui event and all, we have started monitoring all around the island. So as we saw in the presentation, there were 4 that were identified in Belhomme, 2 in Le Monde, in Pic-en-Plac, I think there was 1, I'm not really sure, and at Île d'Orme also there was 2 that we identified. But to have a population estimate, this exercise needs to be done like at least twice a year, where we try to do the mark and recapture technique, whereby we take the photo of a turtle, and then next time we try to see if we get different turtles, and using an equation we try to estimate the population. So these data I think will come in the next years, but for now we've just started the work, so we need to do the groundwork, so it will take some time. Okay, so there's another question for you. There's an app for frogs observation. Perhaps you could create one for community observations, participation for local biodiversity. Yes, just as I've told you, it's now that we are gaining some momentum here. So we are also trying to incorporate AI in the photo identification, because as you saw, it's very tedious. So we are trying to include AI for them to like do the hard work of looking at the scutes and measuring the sides and etc. So it will be easier, and people will be able to just upload their photos, and the AI will try to give a name. It will be easier for us as well, but we are marine scientists, not very good at the background with program pattern coding and also
we are trying to look into this. So let's hope for something good for the future. Merci. Et je confirme pour les biologistes qui ne sont pas forcément très doués avec la technologie. Donc, quels sont vos projets futurs? Donc, je ne sais pas à qui vraiment Kimberly a adressé sa question, mais elle a écrit « Quels sont vos projets futurs? Allez-vous aussi travailler ensemble avec les associations pour les jeunes? » Donc, je ne sais pas si une des présentatrices veut répondre ou Savage. Donc, peut-être je peux ajouter que pour peut-être répondre à la question un peu en gros, c'est que beaucoup des associations qui ont parlé aujourd'hui travaillent déjà avec la communauté et font déjà pas mal de programmes dont ils ont parlé d'ailleurs, souvent adressés aux jeunes, mais aussi adressés aux adultes. Mais c'est vrai que ce serait intéressant probablement de lier les associations pour les jeunes, les clubs de jeunes ou les associations de jeunes avec ce genre de NGO et tout. Donc, mais ça, ce serait aussi possible que les jeunes peuvent aussi prendre contact du coup. Parce que en tant que biologiste, je sais que moi, des fois, j'aurais été super intéressée à faire plus, mais je ne suis pas forcément au courant des associations de jeunes. Donc, ça peut marcher dans les deux sens. S'ils veulent nous contacter et contacter les participants, je suis sûre qu'ils seraient très keen. Donc, on a une autre question. Est-ce que la biodiversité et l'écosystème marin de Maurice a encore une chance d'être sauvé ou restauré dans l'avenir? Et si oui, comment et à combien de pourcents? Moi, j'aimerais y répondre. Vas-y, Shama. Ok, donc moi, j'aimerais bien souligner qu'en fait, les efforts qui se font à Maurice dans les lagons, les restaurations actives, la conservation marine, ça aide les écosystèmes et la biodiversité à s'adapter, à devenir plus résilients face à ces problèmes. Sauf que le problème est beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus large. Maurice, n'oublions pas, c'est juste un point. Donc, les coraux sont encore plus petits qu'un point. Donc, quand on parle de dérèglement climatique, quand on parle de la crise écologique, etc., c'est un problème global, c'est un problème beaucoup plus grand. Et malheureusement, on a notre biodiversité et nos écosystèmes à Maurice qui sont affectés à cause de ça. Donc, ce qu'on a besoin vraiment concrètement, c'est des actions au niveau global pour justement traiter la source des problèmes, que ce soit la pollution, que ce soit le transport maritime, que ce soit le changement climatique, etc. Mais en même temps, il ne faut pas baisser les bras en ce qui concerne la conservation marine et la restauration dans les zones, dans les lagons, concernant les mangroves, les herbiers marins, etc. Parce que en fait, c'est littéralement en mettant tout le monde ensemble qu'on pourra y arriver. Mais effectivement, l'action qui est la plus importante pour nous, enfin, à ce stade, c'est l'action globale. Parce que n'oublions pas qu'à un réchauffement planétaire de 2 degrés, on risque de perdre plus de 90% des coraux. Donc, il faut quand même agir à ce niveau. Donc, c'est tout pour moi. On ne peut pas estimer exactement combien est-ce que les coraux vont mourir, par exemple, les coraux ou les herbiers marins ou les poissons, etc. à Maurice, parce que la température ne va pas augmenter uniquement de 2 degrés. À Maurice, ce sera sur une échelle beaucoup plus large. Mais on sait que les espèces vont migrer, on sait que les espèces vont passer, il y aura des espèces envahissantes qui vont venir affecter l'écosystème. On sait que l'écosystème, ça va pas pouvoir vraiment s'adapter au temps, parce que l'environnement marin est très fragile et la vie marine est très sensible au changement de température, d'environnement. Donc, voilà, on ne peut pas estimer correctement, mais voilà, l'étude du GIEC s'est prononcée et a dit que voilà, si la température continue à augmenter, c'est 70 à 90% des coraux au niveau global qui vont se perdre. Donc, ça laisse à réfléchir. C'est tout. Merci. Merci, Shama. Et donc, on a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout. Donc, la prochaine question, c'était pour Nathalie. Hi, Nathalie. Je crois qu'il manque un petit mot. How did you get access to the Figro Deep Sea data for MH370 search? Is it public info? I haven't tried accessing the raw data myself. Some of the maps are available online, like the 3D maps. But I haven't looked into more detail if you can actually download the original data set. OK, thank you. Question pour Jacqueline. Étant donné qu'il n'y a pas de loi officielle à Maurice concernant les VMCA,
comment garantir que les utilisateurs de la mer respectent les engagements et comment réduire les impacts de ceux qui ne sont pas bénévoles dans ces zones-là? D'abord, c'était Céline qui avait présenté Oui. le Voluntary Marine Conservation Area, mais ayant travaillé avec eux et en partagé un peu de leurs travaux, c'est du travail volontaire des opérateurs qui sont dans la zone. C'est des gens qui eux-mêmes contrôlent la zone et donc c'est les habitants de l'endroit qui gèrent la zone. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient, il sera réprimandé par les gens de la région, mais ceux de la région, je pense qu'ils doivent respecter ce qu'ils avaient décidé de manière en communauté de toute façon. Je suis désolée, moi je vais devoir vous quitter. Je suis ravie de toutes ces discussions et je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont faites et je trouve ça génial. Merci. Merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir participé. Oui, ouais, je suis encore là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, J'étais tu n'es pas partie. Non, On j'étais voit tellement plus ton image. Ah, pardon. J'étais C'est pour ça. tellement captivée par les présentations, etc. Tu n'as pas pu partir. Voilà, j'ai fait la même chose. Mais là, vraiment. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est des personnes avec qui, des fois, on a travaillé, comme Nathalie, Chama, etc. Donc, c'est super intéressant de voir un peu, même Jacqueline, pour savoir ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce que l'on fait, en fait. Oui, VMCA, en effet, oui, on a en fait un code of conduct donc, que les gens signent, donc ils se mettent d'accord sur les choses à ne pas faire, à faire, etc. Et comme disait Jacqueline, c'est vrai que c'est vraiment un comité de gestion qui sont, c'est des personnes qui sont formées, qui savent où est la zone, comment gérer la zone, etc. Et en fait, c'est eux qui font un peu le porte-parole par rapport aux autres utilisateurs. Donc, c'est vrai que ça reste sur la base du volontariat, mais toutes les personnes que l'on a formées, le lagon et la zone VMCA, c'est vraiment un gagne-pain pour eux. Donc, en fait, ils font hyper attention à cette zone-là, quoi. Donc, ils ne veulent pas que ce soit détruit, etc. Et c'est comme ça, il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Voilà. Cool, merci beaucoup Céline. Et donc, on va prendre une dernière question parce que là, on a quand même dépassé d'une demi-heure notre temps prévu. Donc, la dernière question, c'est are corals affected by higher temperature or is the rapid changes of temperature? Donc, je suppose que c'est are corals affected by higher temperature or rapid changes. Je sais pas qui va prendre la question. Oui, vas-y. Il y a quelqu'un d'autre parce que j'ai parlé un peu beaucoup là. Oui, vas-y, ça marche. So corals are mainly affected by the drastic changes in temperatures because they can acclimatize to higher temperature, but they have to be given like a very long time. There's a very specific example in Japan. There was a colony of corals that got effluent from I don't know how they say it, but it's like they got hot water from a discharge. And over the years, the corals acclimated to that. And even at 32 degrees, they were still healthy. So this is a very good example to show that corals can sustain high temperatures, but they cannot sustain the drastic change in temperature that occur. And this is the problem because climate change is making temperature rise too rapidly. So most of them cannot acclimatize and they just bleach and die. Merci beaucoup. Donc, du coup, on va s'arrêter là parce que ça devient un petit peu trop long. Mais merci beaucoup à tout le monde pour leur participation. Donc, merci aux présentateurs. C'était super intéressant. Et même moi, j'ai beaucoup appris ce soir. Et merci à tous ceux qui ont suivi les webinaires. Donc, juste pour un peu continuer sur cette lancée-là. Donc, on a, si vous voulez, support ce genre d'initiative, il faut aller like nos pages Facebook pour pouvoir savoir plus de ce qui va se passer après. Donc, on donne aussi d'autres webinaires. Le prochain sera sur les escargots endémiques. On donne aussi beaucoup de cours, on fait des workshops, tous les cours sont gratuits d'ailleurs, et tout ça fund par CEPF. Donc, on donne aussi des workshops, des conférences. Donc, si vous êtes intéressé à ce qui va se passer par la suite, suivez-nous sur Facebook. Généralement, on met tout dessus. Donc, la page de Ebony, c'est Ebony Forest Reserve Chamarel.
Et si vous voulez aussi support tous les présentateurs aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont aussi des pages pour leur NGO et leur compagnie. Donc, pareil, allez les suivre sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Donc, tout le webinaire sera mis plus tard sur YouTube. Donc, pour ceux qui ont raté des morceaux et qui aimeraient entendre ou entendre certains présentateurs, ce sera disponible sur YouTube d'ici peu. Et on va aussi envoyer une petite feedback form. Donc, ça, c'est pour nous aider à améliorer nos webinaires, pour que les prochains soient de mieux en mieux et pour savoir aussi qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, s'il vous plaît, répondez à nos feedbacks. Ça prend généralement pas plus que 5 minutes. Donc, sur ce, merci beaucoup à tout le monde et j'espère qu'on vous verra tous au prochain webinaire. Merci, bye bye.